du banc, le podcast pour comprendre le jeu, vous est présenté par PMU.fr. Bonjour, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le 24e épisode de la saison 7 de Vue du banc. Après avoir débriefé dans l'épisode précédent la victoire du Paris Saint-Germain contre le Barça, on va cette fois se concentrer sur la défaite lilloise contre l'Ajax Amsterdam. On reviendra aussi sur deux matchs de Ligue des Champions qui se sont disputés mercredi soir, notamment entre Porto et la Juve et entre Séville et Dortmund. Dans cet objectif, je suis évidemment accompagné des deux tauliers habituels de Bataille et Fontaine. Salut d'abord à Florent. Salut Raphaël. Florent Tonuti. Et vu que j'oublie toujours qui est Bataille et qui est Fontaine, lequel est le petit, lequel est le grand, je ne sais pas vraiment de quel surnom t'affubler. Donc je sais pas, celui que tu préfères, Flo, si tu connais les deux. Non, je préfère ne pas avoir de surnom du coup. Je préfère passer sur ce superbe lancement et te laisser donner la parole à Christophe. De l'autre côté de cette table virtuelle se trouve Christophe Kuchli. Salut Christophe. Bonjour Raphaël, très heureux d'être en ta compagnie avec ton animation ô combien talentueuse. Tu ne peux pas nous aider, nous aiguiller un peu plus sur l'identité de Bataille et Fontaine. Même si je pouvais, je ne le ferais pas. Très bien. Je m'excuse déjà de ces surnoms. Je voulais faire référence à un surnom qu'on a déjà utilisé d'ailleurs dans Vue du banc. Mais bon, vous n'appréciez pas, donc je passe tout de suite au sujet et à cette défaite du LOSC. Alors à domicile, mais sans supporters, contre l'Ajax d'Amsterdam, défaite 2-1, malgré une ouverture du score de Timothy Weah à la 72e. Derrière, Tadic et Brobbey vont donner la victoire à l'Ajax. Un match qui a été largement dominé tout de même par les Néerlandais, Flo. Lorsqu'on a préparé l'émission, tu disais que ce qui se dessinait avec le but de Weah, c'était peut-être la victoire sur 10 scénarios de ce genre-là. Ouais. Et finalement, ça n'a pas été la victoire, mais sur l'ensemble du match, alors après on reviendra sur certains faits de jeu et sur cette gestion de la fin match par le LOSC, mais c'est pas dans les occasions ne résultent pas de situations où l'Ajax domine, mais sur l'ensemble du match, l'Ajax aurait dû se créer plus d'occasions finalement. Ouais, c'est un match qui se termine, pour info, aux expected goals sur le site infogol.net à 0,46 pour Lille et 1,77 pour l'Ajax. Donc finalement, le score final reflète la physionomie, même si le LOSC a eu de la réussite avec son but. Mais oui, comme tu disais, quand Weah marque son but, j'étais en train de me dire que si on refaisait 10 fois ce match, le LOSC le gagnerait peut-être une fois, il ferait peut-être 2 fois match nul, mais il le perdrait sans doute 7 fois, ce qui nous amène à 10 matchs supposés. Et c'était vraiment ça, c'est-à-dire que on a une équipe de Lille qui a vraiment subi la plupart du temps, mais qui néanmoins n'a pas non plus encaissé énormément d'occasions par rapport à ce qu'elle n'a pas réussi à faire. En gros, l'Ajax a réussi à développer son jeu, mais n'a pas été efficace, et le LOSC n'a pas réussi à développer grand-chose de son côté sur tout ce qui était transition, récupération de balles hautes, etc., là où on sait qu'ils sont très forts. Et du coup, le seul problème de l'Ajax sur ce match-là, c'est en effet, c'est le dernier geste, c'est son efficacité. C'est un petit peu symbolisé par l'action en tout début de deuxième mi-temps où Klaassen est lancé dans la surface et il fait, je sais même pas d'ailleurs ce qu'il veut faire, il est lancé côté gauche et il enroule quelque chose, il me semble, au deuxième poteau, mais ça part dans le nuage. Ça ressemble à une passe quand même. Ouais. Son orientation du corps, sa prise d'info, ça ressemble à une passe, mais c'est vrai qu'une passe qui termine en tribune, alors qu'il n'y a pas de défense, le geste technique est quand même très mal maîtrisé. C'est ça. Et bon, il s'est rattrapé après parce qu'il met une très belle déviation, très donienne ou Van de Beekienne en fin de match pour Brobbey. Mais voilà, l'histoire du match, c'est un Ajax vraiment maître de son sujet, vraiment au-dessus. Et une équipe de Lille qui n'arrive pas à faire ce qu'elle a l'habitude de faire face à des adversaires un peu plus forts qu'elle. Les compositions, avant qu'on parle de ce match avec Christophe, notre Lillois local, Maignan dans les buts, ligne de 4 avec Renildo, Botman, Font et Selic, une ligne de 4 un peu plus haut avec Bamba, Soumaré, Sanchez et Timothy Weah, et un duo d'attaque David Yazice. Du côté de l'Ajax dans les buts, c'était Stekelenburg, puisque Onana est suspendu pour dopage. Une défense à 4, même si on va voir que ça a beaucoup bougé. Tagliafico, Lisandro Martinez, Timber et Rensch. Un milieu à 2, Blind et Alvarez. Klaassen derrière Tadic dans l'axe, et sur les côtés Neres à gauche, Anthony à droite. Christophe, et on va s'arrêter d'abord par ce qu'il y a sur le plus bas sur le terrain côté de l'Ajax, c'est Timber et Lisandro Martinez qui sont deux défenseurs centraux remplaçants, tous les deux sous le 1m80 et qui incarnent à la fois deux idées. Une, c'est que l'Ajax c'est plus que 1, 2, 3 ou 4 joueurs, parce qu'on l'a vu là, il y avait beaucoup d'absents, Gravenberch, Onana, Perchurs qui était sur le banc, Sébastien Haller. Et en plus,
Erik ten Hag s'est permis de faire tourner à certains postes. Et ces deux défenseurs centraux qui sont peut-être un peu moins connus, même si Lisandro est assez référencé, incarnent aussi le style de jeu de l'Ajax, avec des sorties de balles assez propres. Et de voir en fait deux mecs avec ce profil-là, ça m'a un peu rappelé ce qu'a dû faire Guardiola un peu sous la contrainte quand le Bayern avait joué à la Juve, je crois que c'est 2016 ou 2015, avec une défense centrale à la Kimmich où personne ne dépasse 1m78 quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que finalement, l'avantage d'avoir des petits peut exister à pas mal de postes sur les aspects vivacité ou autres, mais en défense centrale, on retient surtout l'inconvénient que forcément quand tu es au duel. Alors je crois que je sais plus si c'est hier ou avant-hier, la demi-finale de Coupe du Monde 2006 où Cannavaro gagne, je crois, de mémoire. Enfin, j'ai pas les chiffres en tête, mais à part un ou qui perd à moitié, sinon il gagne tous les duels aériens face à Miroslav Klose, qui est beaucoup plus grand que lui, et il lance le deuxième but, le but du break de Del Piero, en dominant de la tête, je crois que c'est Mertesacker qui lui met une vingtaine de centimètres. Donc ça peut, on peut être un grand défenseur central en étant relativement petit, mais c'est vrai que malgré tout, il y a quand même ce qui ressemble à un truc difficile à contourner, qui est que quand tu affrontes des adversaires beaucoup plus grands, il faut vraiment une détente incroyable pour être un bon défenseur. Sauf que là, tu voyais surtout les avantages. Alors c'est pas parce que t'es grand que t'es forcément maladroit balle au pied, mais là on était sur des joueurs qui savaient quoi faire quand ils avaient le ballon dans les pieds, donc du coup c'était quand même assez intéressant d'avoir ce type de profil qui sont alors pour Martinez notamment un joueur qui peut largement évoluer au milieu, ce qui en plus te permettait de faire des rotations etc, puisque Blind, Alvarez peuvent jouer milieu ou centraux. Timber je connais un petit peu moins, mais je crois il pourrait dépanner milieu, même si je suis pas sûr qu'il ait déjà joué milieu avec l'équipe première de l'Ajax. Mais tout ça pour dire que t'as cette polyvalence, t'as ces gabarits qui t'autorisent beaucoup de choses, et l'inconvénient qui est donc, tu peux te faire bouger, etc. Ça n'existait pas parce que l'Ajax domine le match, et finalement, ce qui est autorisé, ça fait partie du plan de jeu, c'est-à-dire que tu sais que tu peux potentiellement perdre la balle dans ta phase de construction, donc tu vas défendre des transitions, tu sais que tu peux avoir pareil beaucoup de monde devant le ballon, donc du coup, il va falloir défendre sur 40-50 mètres dans ton dos. Mais finalement, la question du duel aérien ne se pose pas à partir du moment où tu ne laisses jamais l'adversaire déborder, centrer, ou t'es en bloc bas. Donc du coup, l'Ajax maîtrisait toutes les facettes du jeu. C'était juste à quel point son exécution peut être propre. Et là, l'exécution était propre puisque ces joueurs-là n'ont pas fait d'erreur quand ils étaient dans des positions relativement avancées. Florence, qui nous plaît du côté du LOSC et notamment en championnat, et ce qu'on avait vu d'ailleurs lors des phases des campagnes européennes précédentes, c'était cette capacité à presser l'adversaire et à le presser très haut. Je me rappelle de matchs contre Valence, contre Lyon en championnat qui avait été pas mal, et là les sorties de balles de l'Ajax ont complètement éteint le pressing du LOSC. Est-ce que c'est un problème de qualité individuelle ou plus structurelle, notamment dans ce qu'a proposé l'Ajax pour être en supériorité numérique à la relance? Là, j'ai presque envie de dire que oui, la supériorité à la relance leur a quasiment suffi, j'ai l'impression. Il y avait ce 3 contre 2 face à Yazice et David, du coup, qui était devant en début de partie, ça a bougé après. Explique-nous un peu ce 3 contre 2, parce qu'en théorie, quand on regarde les compos de départ et ce qu'annonce l'UEFA et Ouskord, c'est une défense à 4. Comment ça s'animait justement pour être à 3? C'est Blind qui faisait le troisième joueur en glissant entre, enfin pas forcément entre Martinez et Timber d'ailleurs, ça pouvait bouger, ça a pris plusieurs formes. Il glissait souvent à gauche, j'ai l'impression aussi. Après c'est là où il a ses habitudes de toute façon aussi. Et ensuite évidemment tu avais les deux latéraux qui montaient d'un cran. Et donc c'est quelque chose d'assez classique. Il y avait Alvarez qui restait en relais 6 seul dans la première entre les deux premières lignes lilloises, c'est-à-dire derrière les attaquants et devant les milieux de terrain. Et ensuite, un cran plus haut, tu avais une ligne de 3, voire une ligne de 4 parfois, joueurs qui étaient tous à l'intérieur un petit peu, avec Klassen, Anthony, Neres et Tadic, et les latéraux qui apportaient ensuite la largeur avec Rensch et Tagliafico. Et ça a très bien fonctionné, et ça c'est surtout venu évidemment des prises d'initiative des 3 joueurs les plus bas, avec Blind et Martinez en joueurs les plus à l'aise, je pense, dans ce domaine-là, pour aller fixer cette première ligne et ensuite trouver une des nombreuses solutions qui se proposaient derrière les lignes lilloises, derrière le milieu de terrain, pour permettre à tout ce beau monde de progresser vers les buts de Maignan. Maintenant, ça se passait très bien dans les 2 premiers tiers du terrain, et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure,
Ce qui leur manquait un petit peu, c'était cette dernière passe, cette dernière touche qu'ils ont eu sur la toute dernière action avec la très belle passe de Klaassen, quand Lille était un petit peu au fond du seau. Mais c'est vrai que sur le reste du match, il leur a un petit peu manqué cette justesse, même si il faut aussi reconnaître qu'en face, Lille, et je pense que Christophe développera dessus après, Lille, pour traverser des temps faibles, a quand même une vraie capacité à se recroqueviller autour de sa surface et autour de sa défense centrale, qui renvoie quand même énormément de situations. Ouais, je vais rester avec toi dans un premier temps, parce que tu as évoqué un truc qui est intéressant, et tu as parlé du jeu vers l'avant de Blind et de Lisandro. Je me rappelle d'une séquence où Lisandro est quasiment numéro 10 et qu'il lance Klaassen dans le dos, ce qui raconte un peu le style de jeu de l'Ajax, alors que le mec est central en théorie, hein, et on le retrouve dans les 30 derniers mètres. Et puis j'ai l'impression que Blind est souvent celui qui a cassé les lignes adverses par des passes pour Anthony et Neres dans les demi-espaces. Comment toi, Flo, t'aurais voulu voir Lille évoluer, c'est peut-être un peu prétentieux, mais comment t'aurais imaginé une solution pour Lille pour éviter justement de donner autant d'espace, parce que j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de liberté pour Anthony et pour Neres à droite de Sanchez et à gauche de Soumaré. Qu'est-ce qu'aurait pu faire le LOSC? Est-ce qu'il fallait complètement abandonner les côtés et se dire on fait un 4-4-2 super compact dans l'axe? Parce que j'ai l'impression qu'ils ont hésité et qu'ils ont répondu à aucune des questions que l'Ajax leur posait. Après, il y a plusieurs solutions. Il y a la possibilité d'aller les chercher beaucoup plus haut et d'ajouter un troisième joueur et pour opposer simplement un 3 contre 3. Quand Blind décroche, tu fais sortir un joueur. Même si, voilà, la vraie question qui pouvait se poser, c'est quel joueur tu vas sortir. C'est-à-dire que l'Ajax a tellement de joueurs polyvalents que Blind peut décrocher en défense, il peut monter au milieu selon les situations. Martinez peut aussi se retrouver milieu. Tadic peut décrocher, Klaassen peut décrocher. Enfin bref, ça peut. T'as des joueurs qui sont compétents sur différentes hauteurs. Côté lillois, si quand Blind décroche, tu fais sortir Renato Sanchez, ça veut dire qu'il faut que tu demandes à Weah et à Bamba peut-être de resserrer à l'intérieur. Est-ce qu'ils sont compétents pour faire ça? Pas forcément, parce que ce sont de vrais joueurs de couloir et de vrais attaquants qui se sont disciplinés pour défendre côté dans un 4-4-2, mais ça demande encore plus. Enfin, ça demande des choses différentes de se retrouver à défendre dans un milieu de 4-3-3. Donc il y avait un côté fluide côté Ajax qui lui permettait de changer on va dire d'animation avec le ballon, d'organisation au fil de ce qui était demandé justement, alors que côté lillois, t'étais un petit peu enfermé dans ce 4-4-2 et il y avait pas forcément de solutions et de joueurs polyvalents pour te permettre d'en sortir pour répondre aux problèmes qui t'étaient posés. À part, évidemment, en faisant un changement et en passant peut-être en 4-5-1 pour mieux fermer l'intérieur, qui sait, avec 3 joueurs, avec 3 milieux de terrain. Mais je crois même que le vrai problème de Galtier sur ce match, c'est qu'il n'avait pas forcément les 3 milieux de terrain valables et valides, justement pour répondre à ce problème-là, par exemple. Puisque Soumaré et Renato, c'est une paire qui n'a pas vraiment utilisé cette saison. Ouais, l'absence de Benjamin André faisait craindre le pire depuis le début. Finalement, ils s'en sortent plutôt bien sur cet aspect, disons qu'ils auraient pu être sanctionnés un peu plus durement sur les séquences qu'ils n'ont pas contrôlées au cœur du jeu. Christophe, un point qu'on a évoqué, je suis en train de me perdre. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vais faire le montage de toute façon. Qu'est-ce que je voulais dire? Après, sinon, je peux rebondir sur les milieux avant que tu donnes ta question. Vas-y, si tu veux. C'est pas obligé, hein. Non, vas-y, je vais retrouver ce que je voulais dire pour l'instant. Ouais, c'est vrai que l'absence de Benjamin André est quand même très problématique, parce que généralement, c'est Benjamin André plus quelqu'un. Alors souvent, Renato Sanchez, mais puisqu'il a manqué pas mal de semaines de compétition, c'était plus Cheka sur des profils un petit peu plus défensifs, ou alors plus un Boubakary Soumaré. Là, il manquait donc à la fois Cheka et André sur suspension, et sur des cartons un peu bêtes. Je crois qu'André le prend après le coup de sifflet final sur le dernier match de poule parce qu'il râle un petit peu. Enfin bref, un truc assez évitable. Et donc tu n'as plus que 2 milieux valides, puisque Cheikh Niasse, alors qui est un jeune, hein, on l'a vu je crois un match où en plus il joue latéral en phase de poule, mais sinon il a pas forcément de temps de jouer avec l'équipe première. Mais lui a été prêté au Pana. Donc c'est-à-dire que là sur le banc, tu n'as même aucun mec qui a, je pense, déjà joué milieu dans sa vie. Peut-être que Diallo l'a fait quelques minutes, mais sinon c'est soit des latéraux, soit des ailiers, quoi, globalement. T'as même pas d'ailleurs d'autres numéro 9. Donc du coup c'est vrai que là-dessus, enfin il y a Ascon, le jeune, bon, voilà, c'est quelqu'un qui n'a jamais joué chez les pros. Je t'avoue, je sais même plus son poste, mais voilà. Sinon sur les joueurs référencés, tu ne pouvais pas faire mieux au milieu, sauf peut-être à recentrer Renildo qui a déjà fait quelques bouts de match au milieu si tu mettais Bradaric
latéral. Mais c'est vrai que là-dessus, Christophe Galtier l'avait annoncé. Hein. On met sa faute de mieux. Il l'avait testé en coupe. C'était correct, sans être incroyable. Mais t'avais aucun mec, finalement, pour stabiliser, qui a l'habitude de gérer sa zone, quoi. C'est pour ça que limite, s'il fallait choisir, je me suis dit, j'ai tendance à penser que t'aurais dû faire sortir peut-être plus Soumaré, qui me semble encore moins discipliné que Sanchez, si vraiment tu voulais aller jouer le 3 contre 3. Mais dans tous les cas, même en tenant la position, les deux n'ont pas forcément cette habitude-là, donc t'étais quand même forcément amené à souffrir, surtout face à quelqu'un qui voulait justement un petit peu faire une domination, un overload, comme ils disent en anglais, de cette zone axiale. Et tu vois, il y a juste, pour rebondir sur ce que tu disais, il y avait aussi un vrai souci pour Lille, c'était de sortir sous pression, parce qu'à l'intérieur, il y avait beaucoup de monde côté Ajax pour être actif et pressé, et tu te retrouvais à jouer sur Weah ou sur Bamba, qui était excentré, qui était dos au jeu, et qui sont pas forcément les plus à l'aise dans ce genre de situation. Et c'est vrai que rien qu'imaginer juste André ou Cheka disponible sur ce match, t'aurais peut-être pu faire quelque chose, c'est mettre André ou Cheka donc à l'intérieur et mettre Sanchez sur un côté, parce que Sanchez aurait pu sans doute résister à cette pression un peu mieux que Weah. Il aurait pu apporter cette polyvalence pour permettre à un milieu de sortir quand lui resserre intérieur dans le dos et couvre. T'aurais peut-être eu cette articulation possible, et si Lille était sorti de ce match aller avec un meilleur résultat, je me disais dans le dernier quart d'heure que c'était peut-être la bonne formule pour le match retour, c'est-à-dire d'avoir Sanchez côté droit, parce que je crois qu'il l'a déjà été en plus à utilisé à ce poste-là, à droite ou à gauche d'ailleurs. Souvent, et même pour te dire, je m'en souviens assez bien parce que j'étais donc au match, le Ajax-Lille l'an dernier, qui fait 3-0 pour l'Ajax, mais qui est un match où Lille est loin d'être ridicule. Sanchez joue couloir droit. Alors au final, c'est pas incroyable, et Tagliafico le fait plus défendre que l'inverse, mais il y avait déjà eu cette réflexion, et c'était Soumaré André, la paire de milieu. Ouais. Mais la saison dernière, il a pas mal joué côté, Sanchez. Il a même été bon sur le côté, où je me rappelle qu'il y avait souvent des vidéos de lui en post-match où le mec, en gros, avait réussi 6-7 dribbles à chaque fois. Ouais, c'est ça. Mais c'est à la fois une difficulté, enfin une force sur le côté, une difficulté à vraiment être ultra performant au milieu. Mais c'est vrai qu'il a quelques matchs où je crois qu'il y en a où il réussit 9 ou 10 dribbles, qui est le record de la saison en Ligue 1 à ce moment-là. Et oui, de mémoire, il doit faire 8-9 matchs sur le côté. Mais après, Galtier le disait, que c'était un truc un peu temporaire. Mais effectivement, au départ, il y avait on va dire une envie, notamment sur ce match-là contre l'Ajax, de bloquer le côté et finalement vraiment d'avoir ce profil de milieu que tu décales. Et à la fin, le mec était même meilleur que les purs ailiers, quoi. Et ce serait pas très surprenant, je pense, que dans une semaine, on y est droit. Parce que voilà, ça permettrait à Lille de varier, de sortir un peu de ce 4-4-2 qui, quand même, ce soir s'est fait globalement balader sur une bonne partie du terrain. Oui, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. C'est bien ça. Christophe m'avait sauvé. C'était un truc qu'en plus tu m'avais soufflé, Florent, donc ça aurait été honteux qu'on ne l'utilise pas. C'est que l'Ajax joue comme très peu d'équipes en Europe. Ça, je les ai encore plus vus pour un papier récemment sur Coparena. Première mention de Coparena, ça faisait quand même 18 minutes. Allez vous abonner. Mais je les avais vus pas mal du coup, et j'avais vu en plus la meilleure version avec Gravenberch, avec Perschorst, donc avec encore plus de qualité individuelle pour ressortir le ballon. Mais ce qu'on s'est dit, Flo, c'est qu'il n'y a pas forcément en Ligue 1 d'équipes qui peuvent te montrer ou te faire apercevoir ce que tu vas rencontrer contre l'Ajax. Alors peut-être un peu Lens sur certains aspects, mais je mettrais un bémol en disant que sous pression et dans les prises d'initiative individuelles, il y a des années-lumière d'écart, explicables bien sûr, mais qui font que il y a des bribes de ressemblance, mais tellement de différences aussi dans un autre sens. Oui, Lens sur l'envie de supériorité numérique à la relance et la responsabilisation des défenseurs. Après, évidemment, là, on a pas mal parlé de la polyvalence de l'Ajax et de la capacité de joueurs à jouer justement à plusieurs hauteurs du terrain, soit en décrochant à hauteur des défenseurs pour Blind, soit en jouant devant ou entre les lignes pour Klaassen. Enfin bref, on a déjà évoqué tout ça tout à l'heure, et c'est vrai que Lens n'a pas cette polyvalence-là, et Lens face à Lille s'était pris une volée, parce que justement Lille, face à un tel adversaire, avait réussi à développer le jeu qu'ils n'ont pas réussi à développer ce soir. Mais c'est vrai que sur certains principes de jeu derrière, et notamment ce qui est demandé aux défenseurs, tu peux retrouver un petit peu ce que veut faire l'Ajax, mais évidemment la qualité n'est pas la même.
Ouais, parce qu'on les a pas mal vus, toi et moi, Christophe, parce que tu les as vus déjà l'an dernier en Coupe d'Europe, et puis c'est une équipe que tu apprécies. Je sais que tu suis plus le championnat néerlandais que nous, naturellement. Il y a quand même des grosses individualités qui étaient absentes. Alors on parle beaucoup de Kamavinga en France, mais Gravenberch, qui a le même âge, c'est un sacré délire aussi. Mazraoui était pas là alors qu'il a une très bonne relation avec Anthony. Sébastien Haller était pas là alors que ça aurait été une autre arme devant. Onana était pas là derrière pour s'inclure dans les circuits de relance. Ce qui n'a pas empêché Stekelenburg d'en claquer quelques-unes parce qu'il n'y avait pas de pression. C'était faut être clair, c'était une équipe A' de l'Ajax. Là, il y avait quand même beaucoup de joueurs qui ne sont pas du tout titulaires en championnat. J'en compte au moins 5, 6, ouais, 6 dans l'équipe qui sont pas titulaires indiscutables. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que ça aurait pu changer pas mal de choses sur pas mal de domaines. C'est-à-dire, autant l'absence de Strurs, qui est pas un joueur Ah, ça parfait. se dit Strurs? Ouais, mais Pardon. c'est spécial, hein, le néerlandais. On va pas. Là, je fais un peu du zèle parce que je connais la prononciation et je suis très fier. Mais je suis incapable de prononcer un nom espagnol ou portugais, donc du coup, voilà. Mais non, mais tout ça pour dire que lui, c'est un joueur qui est imparfait, donc du coup, enfin, en fait, j'ai du mal à qualifier ce type de joueur, c'est-à-dire c'est vraiment le prototype. T'as l'impression qu'on lui a mis 19 ou 20 sur 20 dans certains principes, type va porter la balle, va créer le surnombre. En gros, on l'a vraiment programmé sur ça. Maintenant, est-ce que c'est un joueur abouti? Est-ce que c'est un joueur parfait? Est-ce que parfois il te coûte pas plus qu'il n'apporte? Je pense que oui. Alors après, j'adore le voir jouer parce que justement, il pousse le truc au bout. Maintenant, c'est vrai que dans l'absolu, c'est peut-être mieux d'avoir... Bon, alors généralement, il complémente Blind, hein, mais je veux dire, un Blind est peut-être plus fiable. Donc c'est vrai que ces joueurs-là, potentiellement, tu te dis, ça aurait peut-être pu servir le LOSC s'il avait été là, parce qu'il y a peut-être une fois où il aurait poussé un petit peu trop loin le ballon, mais il y a d'autres absences, comme Onana, qui, tu l'as vu comme moi, Raphaël, a tendance assez régulièrement à s'insérer entre les centraux, ce qui fait que potentiellement, si Onana est là, je suis pas sûr que t'aies une défense à 3 sur les relances, et je pense que Onana, alors pas à chaque fois, hein, mais peut très bien s'insérer entre les deux, parce que assez régulièrement, tu le vois devant sa surface, être ce troisième homme-là pour encore en plus pousser cette idée de supériorité numérique, parce que du coup, tu peux encore avoir la supériorité un cran plus au milieu. Dans le jeu au pied court, je pense qu'il y a Ederson et lui en Europe. Dans le jeu au pied vraiment court. Si on est sur du 10, 15, 20 mètres, passe au sol, passe à ras de terre bien claqué, je pense que c'est le deuxième. Je vois pas qui... il y en a d'autres qui sont plus forts sur d'autres domaines. Ter Stegen sur le jeu au pied mi-long, des choses comme ça, mais jeu court, il y en a peut-être d'autres en Europe que j'oublie, mais franchement, pour moi, c'est le deuxième derrière Ederson. Alors après, là où il faut nuancer, alors pas sur ce que tu dis, mais sur ce que moi je disais, c'est-à-dire que parfois ils le font, on va dire quand vraiment ils ont pas d'autre solution. Je me souviens contre Retafe où ils arrivaient, mais ils ont jamais en 180 minutes réussi à casser le pressing de Retafe, qui était une équipe de barbares la saison dernière. Là, il était un peu obligé de le faire parce que tu sentais que t'étais vraiment obligé de créer des supériorités numériques. Là, vu la facilité que t'avais, on va dire, à mettre un petit peu le feu dans l'entrejeu lillois pour vraiment arriver dans les 30 mètres assez proprement. Je suis pas sûr qu'ils auraient pris des risques énormes avec Onana, mais disons, ça t'aurait permis de varier les choses tactiquement. Et c'est vrai que tu citais pas mal d'autres joueurs. Gravenberch peut faire tellement de choses au milieu parce qu'il a tout le package. Il y a un côté un peu Pogba, Milinkovic-Savic, alors à divers degrés, etc. Mais de ces joueurs qui ne sont jamais totalement parfaits partout sur un match, mais qui dans l'absolu ont à la fois cette qualité technique, physique, ses intentions, donc vraiment, vraiment top joueur qui là aussi je pense aurait pu casser des lignes de pas mal de façons différentes, et surtout à l'heure, parce que tu perds un petit peu si t'as Tadic en faux numéro 9, ses permutations avec Klaassen qui aussi allait à sa hauteur, les deux changer de hauteur, n'empêche que, on va dire que tout ce que fait l'Ajax à l'approche des 3 derniers mètres lui permet d'être toujours aussi dominateur que dans les autres secteurs du terrain. Maintenant, il manquait quand même un petit peu un finisseur. Et finalement, j'avais l'impression que tu pouvais créer de l'espace absolument partout quand tu voulais, de toutes les façons différentes. Mais des fois, je me disais, là, il y a un espace, pas besoin d'en créer un autre encore plus grand, 10 mètres plus loin. Si juste exploite celui-là, que tu mets la balle dans la surface et qu'il y a alors, ça fait but. Et c'est vrai que j'ai plus la stade de tir en tête sous les yeux. Mais je l'ai, Christophe. Il y a 4 tirs pour le LOSC sur l'ensemble du match. Et 9 pour l'Ajax. Donc c'est un match à peu de tirs, oui. 9 tirs pour l'Ajax, dont le penalty et le but, qui arrivent donc à la 87e et à la 89e, ce qui veut dire 7 tirs. Avec 64% de possession. Voilà, donc ça c'est un truc qui a quand même un côté frustrant, c'est-à-dire que t'es à 0-0, voire 0-1, sur toute une partie du match, alors que dans l'absolu tu fais à peu près tout bien. Donc c'est là-dessus que tu dis peut-être enlever
Alors pas un bon joueur de football pour le remplacer par un mauvais, mais avoir un Haller, ça te permet quand même d'éviter de trop tourner en rond malgré tout. Ouais, par exemple, tu vois, si on prend les XG, l'Ajax termine à 1,77, mais si j'enlève le penalty de Tadic à la 87e, je me retrouve à 1,01, et si j'enlève l'occasion de Bourbet, qui a 38%, je me retrouve à 0,62, 0,63 créé sur les 85 premières minutes de jeu. Ce qui finalement est assez proche du 0,46 du LOSC, alors que t'as dominé dans les 2 premiers tiers du terrain, quoi. 0,46 du LOSC, et si t'enlèves l'occasion de Wea qui est donnée par Tagliafico, tu tombes à combien? Tu tombes à 0,31. Ah, ok. Yazice, a priori, il y en a une de Yazice qui est comptée juste avant la mi-temps ou juste après, je ne sais pas. Je sais plus si vous l'avez en tête, vous. Mais qui est comptée à 0,15, et il y a une tête de Fonte aussi, j'imagine, à 0,11 juste avant la pause aussi. Qui est compté à 0,11 exactement. Les deux sont avant la pause, parce que là j'ai la frise des tirs, et j'ai 2 tirs vers la 40-42e, et ensuite c'est le but, c'est les 3 derniers tirs de Lille, mais j'avoue que je les visualise même plus, ça m'a pas spécialement marqué. Reparlons un peu du LOSC avec toi, Florent. Qu'est-ce qu'aurait pu ou dû faire le LOSC pour un peu casser la dynamique défensive de l'Ajax, parce que l'Ajax c'est évidemment une belle équipe avec ballon, mais c'est aussi une équipe très agressive sans, alors aussi bien à la perte de balle que sur le pressing haut, et la comparaison entre les sorties de balles lilloises et les sorties de balles de l'Ajax a fait beaucoup de mal. Il y a un truc qui m'a marqué, c'est ce que propose, ou plutôt ce que ne propose pas Soumaré et Sanchez sur les sorties de balles. Je te décris un peu l'action, tu me dis si t'es d'accord. Le ballon circule entre les 4 défenseurs de Lille, il va vers un latéral, donc Renildo ou Selic, t'as le milieu axial côté ballon qui se rapproche, sans appel contre appel, sans regarder s'il peut inverser avec un partenaire. Il se rapproche, il attend le ballon sous pression. Si c'est Renato, tant mieux, il peut peut-être l'éliminer et le jeu avance. Si c'est Soumaré, ce sera plus dur. Mais il n'y a pas de mouvement coordonné, il n'y a pas de rotation, il n'y a pas un attaquant qui va venir décrocher, inverser avec un milieu, il n'y a pas de fausse piste. Contre le marquage individuel agressif de l'Ajax, il faut faire plus, quoi. C'est ce que j'allais dire. Si t'es face à un adversaire qui pratique un marquage individuel sur ces séquences-là, c'est très important d'avoir justement des mouvemts coordonnés et d'avoir des fausses pistes qui ouvrent des espaces et qui pour d'autres joueurs. Et c'est vrai que à ce niveau-là, Sanchez et Soumaré, c'était très statique, on va dire. Moi, il y a une autre séquence qui m'a énervé, c'est sur un des rares ballons récupéré assez haut par le LOSC, qui me semble par je sais plus, je crois que c'est un jaillissement de Renato Sanchez, mais je me trompe peut-être. Mais en gros, la suite de l'action, c'est que le LOSC se retrouve du coup dans les 40 mètres de l'Ajax, cette fameuse zone où on veut mettre l'Ajax Amsterdam absolument, et y rester, parce que c'est dans cette zone-là où ils sont sans doute le moins à l'aise pour défendre. Et en fait, quelques secondes plus tard, je crois que la balle est dans les pieds de Bamba, et il y a Soumaré qui lui fait signe de repasser par Botman et Fonte, pour, j'imagine, relancer une séquence de possession. Le problème, c'est que si tu fais ça, tu recules de 20 mètres, et forcément, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? L'Ajax avance de 20 mètres, et tu te retrouves à nouveau sous pression, et quelques secondes plus tard, ça finit sur un long ballon, je pense, d'un défenseur, qui rend, évidemment, le ballon à l'Ajax. Donc il y avait aussi un certain manque de jugeote, parfois, parce que quand t'affrontes une équipe comme l'Ajax, comme quand t'affrontes l'Atalanta, ou t'affrontes d'autres équipes qui pressent beaucoup, et qui sont très actives dans ta moitié de terrain et au milieu de terrain, la clé, c'est une fois que t'es dans leur moitié de terrain, il faut pas reculer, il faut, quitte à prendre des risques, il faut essayer de mener l'action jusqu'au bout. Et là, tu vois, c'était une vraie occasion manquée, à mon sens, de lancer au moins un premier temps de possession dans le camp adverse, qui aurait pu te permettre un peu de souffler. Et finalement, quelques secondes plus tard, tu leur rends la balle, et le match repart comme il était jusque-là, quoi. Ça m'a vraiment frustré, parce que comme j'ai vu le match je crois qu'il y a quelques semaines, contre le PSV en championnat, ou le PSV dans un 4-4-2, sur lequel aurait pu se calquer Lille, mais justement, qui a été agressif, qui a été dit vertical. Alors c'est Roger Schmidt qui a pressé haut, et ils mettent 2 buts, et ils mènent 2-0 après 20 minutes. Et justement, enfin, 30 minutes, je sais plus, et c'était frustrant de voir Lille pas faire du tout la même chose. Mais justement, avant le match, Christophe Galtier, en interview sur RMC Sport, a parlé de ce match face au PSV, en disant qu'ils avaient beaucoup regardé ce match-là pour essayer de s'inspirer, de trouver des choses à faire. Donc ça a sans doute été un échec, vu qu'ils les ont pas inquiétés comme a pu le faire le PSV.
Le PSV avait mis des super buts avec des déviations, des remises des attaquants qui décrochaient et prenaient la profondeur de manière alternée. Et ça avait vraiment baladé la défense de l'Ajax pendant une bonne partie du match. Bon, l'Ajax était revenu à 2-2 après, mais il y avait un peu plus de choses, et notamment un doublé de, de Zahavi. Papini, pardon, le fils. Enfin, il me semble que c'est le fils. Non, je ne crois pas. Ah bon, rien à voir, d'accord. Il n'y a pas un fils Zahavi qui joue au foot quelque part? Je sais pas. En tout cas, Iran Zahavi, qui a les stats de buts parmi, je pense, ça doit être dans les 5 mecs qui ont marqué le plus de buts sur la décennie. Alors c'était en Chine, en Israël et compagnie, mais le mec met 30 buts chaque saison dans l'indifférence générale. Donc ça me fait plaisir qu'il aille dans un championnat un petit peu plus coté. D'ailleurs, je crois qu'il a marqué ce soir. Mais j'étais persuadé que c'était le fils de Pini Zahavi. Bah, moi, j'étais persuadé du contraire, mais on est tellement persuadé que tu me mets le doute. Enfin... Non, mais je sais pas. Je sais pas. Son père est né en France, a priori, de ce que je vois. Donc, je pense pas que ce soit Pini. D'accord, mais il me semble. Je confonds peut-être avec. Je sais pas. Peu importe. Bon, bah, c'est pas le fils de. Peu importe. En tout cas, c'était un bon joueur et il aurait pu inspirer David et Yazice qui ont joué là ce soir. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire? Oui, bien sûr, la gestion des temps faibles avec Christophe, grand sujet du match qu'on n'a pas encore évoqué, et on va terminer là-dessus parce qu'en plus c'est dans la chronologie du match. Lille qui a tenu, qui a peu concédé finalement d'occasion pour une possession assez faible, et puis il y a cette fin de match qui est contraire à ce que fait Lille depuis le début de la saison. Ouais, c'est ça. Je vais pas développer pendant plus une demi-heure parce que je trouve qu'il y a un côté pas ultra tactique, tu vois, une fois que t'as fait le... Est-ce que tu vas faire comme d'habitude, dire je vais pas développer pendant une demi-heure et faire un tunnel de 3 minutes? Ouais, mais c'est pour ça que tu vois, j'ai pas dit, je vais pas en parler pendant 2 minutes, j'ai volontairement pris une durée totalement inatteignable, et effectivement, factuellement, je ne vais pas en faire une demi-heure. C'est là que je suis malin, que j'apprends de mes erreurs. Non, mais tout ça pour dire qu'il y a pas non plus 1 milliard de choses à dire sur la capacité à bien gérer les temps faibles, parce qu'il y a quand même toute une part, on va dire, d'expérience, mais qui peut se matérialiser de pas mal de façons. On va dire en gros le fait de ne pas paniquer, de pas avoir les pieds qui brûlent, de pas mal vivre le fait de pas avoir le ballon, pas se précipiter pour le récupérer, pas quitter sa zone, on va dire pas dépasser ta fonction quand c'est pas forcément le moment de le faire. Et là-dessus, je pense que la présence d'un Font, notamment, plus on va dire le fait d'avoir un groupe qui a finalement assez peu bougé pour pas mal de postes depuis 1 ou 2 saisons, qui a déjà connu la Coupe d'Europe, etc. Je pense que ça y fait, mais c'est vrai que c'est dans la lignée de ce que fait cette équipe en championnat, où hormis, on va dire 40 minutes face à Brest où t'es mené 3-0 et 15-20 minutes face à Angers où t'es mené 2-0, sinon il y a quasiment aucun moment où cette équipe a vraiment pris l'eau ou vraiment souffert. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de mi-temps, notamment récemment, où ça mène 1-0 à la pause et où au final après t'as l'impression de voir l'Atlético, c'est-à-dire tu fais plus rien, mais encore l'Atlético des saisons précédentes, mais tu concèdes rien. Et ça, c'est une vraie force. Et déjà contre Paris, Lille n'avait quasiment pas existé, et Lille avait tenu. Et je pense que c'est l'une des raisons principales de la première place en Ligue 1. Et c'était une vraie raison de croire, alors c'est pas fini, hein, mais de croire en un bon parcours européen, parce que mine de rien, c'est souvent ça qui fait la différence. Et là, tu vois, sur les autres matchs, il y a pas mal de 4-3, de 3-2, etc. Et c'est vrai que pouvoir avoir 30-40 minutes difficiles sans le payer, alors que en Ligue des Champions, Lille le payait au centuple la saison dernière, c'est bien. Là, le problème, c'est qu'après le penalty, où bon, j'ai toujours pas compris la faute, mais pourquoi pas, après le penalty, tu sens que Lille sort de son match et que l'addition monte et aurait pu monter encore plus. Et c'est là, finalement, pour une fois, on a vu Lille mal gérer les temps faibles, qu'on s'est rendu compte, ah oui, c'est pas un truc qui est forcément donné à toutes les équipes, c'est pas si facile que ça. Et deuxièmement, quand ton temps faible il dure 80 minutes, c'est beaucoup plus difficile à gérer que quand ton temps faible en dure 40 et que l'adversaire, avec tout le respect, mais c'est Dijon, Metz ou autre. Oui, non mais j'ai pas compris le penalty non plus, vraiment. Quand on voit l'image à la VAR, je suis sûr que ça va être annulé, et en fait non, pas du tout. Ouais, moi je vois faute de Tagliafico, le type Sarevic du football. Ah, tu me l'as volé, salopard. Non mais en fait, le seul moyen de voir une faute, je pense, c'est si tu passes l'image à l'envers. Et là pourquoi pas, mais sinon vraiment, ce penalty est assez improbable. D'ailleurs, en interview d'après-match, Timothy Weah avait l'air défait. Une interview, là, il disait tout le temps franchement, j'ai pas compris, j'espère qu'on va faire un résultat au retour, mais le penalty, je pense vraiment qu'il y a rien, j'ai pas compris. Alors, il n'y a pas que ça comme problème dans le match pour Lille,
Mais c'est vrai que sur ces matchs de Coupe d'Europe où parfois il faut aller gratter des résultats même si tu l'as pas forcément mérité en termes d'occasion, que ça tourne comme ça, ça nous gâche aussi le retour en termes de suspense parce qu'il faut aller gagner là-bas et ça paraît... en plus avec soit 2 buts d'écart, soit 2-1, soit 3-2, ça paraît quand même compliqué de faire ça là-bas. Mais on verra bien. Juste un dernier mini truc qui peut malgré tout servir alors pas de lancement peut-être pour ceux dont tu vas parler après, mais voilà. Qui est que y a des joueurs type Weah qui sont mis là pour la profondeur, sauf que Lille a manqué de relais et ça c'est toujours un bon rappel que c'est bien d'avoir des joueurs qui sont là pour jouer les transitions quand tu récupères la balle, mais c'est bien aussi d'avoir un relais parce que quand t'as du pressing à la perte, tu peux pas tout de suite prendre la balle et la lancer pile dans la course d'un partenaire, et Weah fait partie de ces joueurs qui n'ont pas encore la conservation de balle de haut jeu et qui te montre que il faut parfois un relais entre le défenseur qui récupère et l'attaquant qui se projette. Et un dernier truc, c'est aussi l'absence de Burak Yılmaz, qui aurait pu être ce relais et qui aurait pu être un morceau un peu plus gros à prendre pour Lisandro Martinez ou j'ai perdu le nom du deuxième, ou Timber. Timber qui était un tigre dans Diddy Kong Racing aussi. Mais bref, ça me revient comme ça. Mais Burak Yılmaz qui manque quand même à cette attaque parce que ne serait-ce que sous pression, t'envoies un long ballon un peu casse-croûte, autant Yazice va pas aller le chercher, autant lui il serait allé sur Lisandro dos au jeu, il lui aurait mis la pression, il en serait peut-être sorti l'Argentin, mais ça aurait été un tout autre adversaire, je pense, pour la défense centrale de l'Ajax. Merci Flo pour ce partage de connaissances Diddy Kong, auquel je ne m'attendais pas du tout, qui a égayé ma soirée. On enchaîne, messieurs, avec les matchs de Ligue des Champions qu'on n'a pas forcément évoqués lors de l'épisode précédent, soit parce qu'ils n'étaient pas encore existants, soit parce que c'était le PSG. On parlera peut-être un petit peu de Leipzig-Liverpool selon l'envie de Christophe qui a vu la rencontre, mais commençons par Porto-Juve, parce que c'est un des résultats chocs de cette journée, de ces huitièmes de finale aller. C'est la victoire 2-1 de Porto contre la Juve. Je vais d'abord donner les compositions, puisque en fait à chaque Equipas on connaît moins les joueurs de Porto. Marquezine dans les buts, une défense à 4, Sanusi, Pep, Mbemba, Manafa, un milieu à 4, Otavio, Uribe, Oliveira, Corona, et un duo d'attaque Taremi, Marega, toujours le 4-4-2 de Sergio Conceição qu'on avait vu à Nantes à l'époque. Du côté de la Juve, de Pirlo, Cessny dans les buts, Sandro, Chiellini, De Ligt, je sais pas comment faut le dire, moi j'arrête les prononciations, je tente plus rien, et Danilo à droite. Milieu à 4, McKinney, Rabiot, Bentancur, Chiesa, enfin c'est en tout cas ce que dit Ouskord, et un duo devant Ronaldo, Kulusevski. Alors, de la théorie à la pratique, Christophe va nous aider. But de Taremi, but de Marega contre un but de Chiesa, victoire 2-1 de Porto. Est-ce que c'est un Porto moins faible que prévu, Christophe, ou une Juve, j'allais dire, aussi faible que prévu? Non, en fait, Porto est moins faible là-dessus. Alors, je sais pas s'ils nous ont fait avaler notre chapeau, mais c'est vrai que cette équipe dont on pouvait peut-être se questionner sur cette présence, même si encore une fois, vu son groupe, fallait bien qu'une équipe entre guillemets moyenne, parce que ça se jouait entre Marseille, Olympiakos et eux, tu étais destiné à avoir une équipe un petit peu moins impressionnante que certains des qualifiés. Bon, c'est Porto, mais on se disait, vu les résultats en championnat, ça, parce qu'on les voit pas forcément semaine après semaine, on se basait là-dessus, en tout cas moi, et on pouvait se poser des questions, et là ce qu'on a vu c'est vraiment un truc ultra propre tactiquement, mais sans plus en fait. Donc c'est à dire que à la fois tu peux louer le fait que cette équipe ait réussi, alors c'est pas un miracle mais c'est quelque chose qui n'est pas si facile, c'est à la fois être compact et pouvoir aller chercher très haut au pressing pour empêcher l'adversaire de construire et pourquoi pas récupérer des ballons. Empêcher de construire, c'est arrivé, parfois récupérer des ballons, c'est arrivé notamment sur le premier but. Donc là-dessus, c'était assez intéressant de pas seulement attendre, d'être assez proactif dans cette volonté de presser très haut. Donc à la fois t'as ça, et malgré tout, tu es capable de revenir en bloc médian. J'allais dire voire bloc bas, mais globalement le bloc médian a assez peu reculé, et d'être infranchissable. Donc c'est-à-dire qu'avec ballon, qui d'ailleurs, Porto n'a pas eu souvent ballon, je pense que ça doit tourner autour des 33-35%, il y avait rien de fou, et il y a le premier but qui est marqué juste après la pause sur une belle combinaison. Mais je veux dire, sinon, c'était assez primaire, quoi. Il y avait pas une élaboration folle. Tu te rappelles de mon pari sur ce match, Christophe? Alors, pas du tout, tu vas me le redire. C'était doublé de Ronaldo. Doublé de Ronaldo ou plus.
À 7. Ronaldo qui fait un tir dans le match, je crois. Je crois que c'est son plus faible total, au moins cette saison en Ligue des Champions, il fait un tir dans le jeu. Florent, t'as aussi posé tes yeux, alors pas pendant 90 minutes, mais tu as vu des choses sur ce match et je vais te laisser nous les confier. Qu'est-ce que tu retiens de cette rencontre entre deux équipes dont, soyons clairs, on n'attend pas énormément cette saison? La Juve, on en attendait quelque chose quand même un petit peu. Non, mais Ah bon? Ça reste la Juve, quoi. Donc, tu peux imaginer. Enfin, quand tu me dis McKinney, Rabiot, Bentancur, Chiesa... Oui, non, forcément. Quand tu vois le 11 de départ, déjà, tu t'es pas forcément très serein. Non, mais tu m'embêtes un peu en fait avec ce lancement parce que tu donnes l'impression aux gens qui nous écoutent que je vais avoir plus de choses à dire que ce que vient de dire Christophe. Et alors que c'est totalement faux. J'ai bien ri en effet sur la première action du match où Bentancur met une passe magnifique à Taremi pour le 1-0. Mais au-delà de ça, c'était en fait c'est le match que tu regardes parce que tu sais que tu enregistres un podcast le lendemain et que tu vas parler des matchs de Ligue des Champions. Vous étiez tous les deux sur Séville Dortmund. Je me suis dit tiens, je vais regarder Porto Juve juste pour essayer comme ça j'aurais vu ce match-là et je pourrais en parler. Et le problème, c'est que ta conscience professionnelle s'évapore très rapidement dans le match parce que, comme le disait Christophe, il y a quasiment rien à en tirer. C'est-à-dire que d'un côté, t'as Porto qui a fait un très bon match pour son niveau, pour ce qu'ils ont montré par rapport à ce qu'ils ont montré au premier tour, d'une équipe réactive qui sanctionne, qui presse un petit peu, qui est capable de mettre son adversaire en difficulté. Mais en face, t'avais une Juve qui n'arrivait à rien, c'est-à-dire que de toute façon, en même temps, quand tu vois le 11, et tout à l'heure t'as évoqué les 3 milieux, enfin la ligne des 4 milieux de terrain, après qu'est-ce que t'as Kulusevski, qui est un petit peu un joueur de one shot, c'est quelqu'un qui va pouvoir faire une différence individuellement par sa frappe de balle, mais c'est pas un joueur qui va mettre le jeu d'une équipe à l'endroit. Et à côté t'as Ronaldo qui pareil n'est pas un joueur qui va créer pour les autres. Et en fait, quand tu vois cette équipe là, et le 11 tel qu'il est aligné, il y a aucun joueur qui est capable de prendre le jeu en main et faire jouer les autres, quoi. Il y a aucun joueur de ce profil là, il y a aucun joueur qui a cette capacité là, et ça c'est très problématique. Et on va forcément revenir sur un cas en particulier, c'est le cas Dybala qui est toujours par là, mais qui aujourd'hui me paraît être le seul joueur capable de tirer la Juve vers le haut par sa capacité à faire des différences un petit peu en solo, quoi. Mais son cas a l'air d'être très particulier. Et le match retour sera intéressant parce qu'évidemment t'as ce scénario où Ronaldo se réveille au retour, il pose ses grosses sur le match et la Juve passe. Mais d'un autre côté, en fait, quand tu vois ce match aller, quand t'es Sergio Conceição et que tu sors de ce match, t'as envie de dire à tes joueurs, si on fait la même prestation dans une semaine, on passe. Il y a, à part, je vois pas. Lui, il a déjà tous ses ingrédients pour faire entre guillemets l'exploit du côté de Turin la semaine prochaine. Enfin, pas la semaine prochaine, ça sera dans 3 semaines du coup. Mais voilà, il y a vraiment pas grand chose. Et quand tu vois en effet les XG, ça se termine à 1,41 pour Porto, qui met ses 2 grosses occasions du match. Ils en ont pas beaucoup plus. Même si Szczesny fait 2 beaux arrêts au moins, je pense, dans le match. Et c'est des tirs qui sont plutôt sur lui, mais il a le mérite d'être là, quoi. Ouais. Disons, c'est des plus beaux arrêts que ses relances, notamment celle où il est mort de rire, alors que ça fait 4 fois qu'il rend la balle à l'adversaire. C'est vrai. Ce qui est un instant très particulier. Et côté Juve, face à un adversaire qui mène quand même dès la 2e minute de jeu, la Juve jusqu'à l'action de Morata à la 84e minute, qui est une grosse occasion, c'est une action à 0,35 de probabilité de marquer, de XG. La Juve, avant la 84e minute, n'a créé que 0,41 XG sur l'ensemble du match. Et c'est faiblissime. Face à un tel adversaire, et par rapport au standard de ce que doit être la Juve en Ligue des Champions, on en est très très loin. Donc que la Juve ne passe pas dans 3 semaines, ça me surprendrait pas, même s'il y a toujours ce côté hors du temps de Ronaldo qui peut s'énerver et claquer son doublé. Même si, tu vois, ce genre de situation, pour claquer son doublé, il faudrait déjà qu'il ait 2 tirs. Et comme le disait Christophe tout à l'heure, il n'en a eu qu'un mercredi soir. À noter. Mais évidemment qu'il va claquer un doublé parce que je ne parierai pas dessus et il va le claquer. Voilà, je vais avoir envie de me...
me suicider. Christophe, tu voulais dire Non, mais j'allais dire, je crois que Cuadrado sera de retour pour le match retour, du coup. Et c'est quelqu'un qui fait peut-être la meilleure saison de sa carrière, en tout cas sa meilleure saison en tant que latéral, qui a un nombre de passes décisives très intéressant. Et tu peux avoir ce scénario où finalement la Juve arrose de centre via Cuadrado sur le côté. Alors c'est pas... Je pense qu'il y aura d'autres possibilités et j'imagine que Dybala va jouer parce que cette Juve-là mise beaucoup sur l'intensité et dans une Serie A où tout le monde relance au sol quasiment, où t'as beaucoup d'équipes très joueuses, bah finalement avoir des box-to-box, avoir McKennie qui se projette, voilà. Tu peux paradoxalement manquer de créativité, mais prendre tes adversaires sur des duels, sur des projections, etc. Autant Porto ne va jamais rentrer dans ce délire de relancer au sol, ils vont balancer loin devant sur Marega, voilà, zéro prise de risque, donc du coup, comme en plus c'est très solide, très discipliné, très bien coaché, très bien motivé, je suis pas sûr que tu vas les battre à l'impact, donc à mon avis, il faut insérer de la créativité, donc j'imagine que Dybala quand même va rentrer. Parce que autant Chiesa par ses courses, ses projections en profondeur est très intéressant, autant autant mettre à la fois, alors c'est pas le même poste, mais autant mettre à la fois McKennie et Kulusevski. Je pense que t'as entre guillemets un coureur de trop, quoi. Je pense que Ouais, bah McKennie, Ronaldo, Kulusevski et Chiesa, ça te fait beaucoup de mecs sur qui tu peux pas trop compter si ça doit dépasser 3-4 touches de balle, quoi. Donc en 2021, je précise pour les adorateurs de Ronaldo qui viendraient me tomber dessus. Mais sa carrière a beaucoup évolué et son style de jeu aussi. Florent, je crois que tu voulais dire qu'il allait poser ses grosses qualités techniques. Oui, évidemment. C'est ça que tu cherchais. Est-ce que vous êtes capable de me donner le nombre de minutes jouées par Dybala cette saison en championnat plus Ligue des Champions confondus? 630. Florent, plus ou moins? Un peu plus, mais pas beaucoup plus. Et bien joué Florent, puisque c'est 647 plus 214. Bravo Christophe. Donc non, ça, il est le plus 214. Ça fait 861 minutes en toute compétition confondue. Alors j'ai pas les stats de la Coupe d'Italie, peut-être qu'il a joué un peu, peut-être sans doute, je ne sais pas. Je crois qu'ils ont gagné contre l'Inter, ils sont sortis, je ne sais même plus, j'arrive plus à suivre la saison. Ils sont en finale. Ah, ils sont en finale, bah très bien, bah, tant mieux pour eux. On leur souhaite. Contre l'Atalanta. Contre l'Atalanta, bah, écoute. On leur souhaite pas forcément de gagner du coup. Voilà pour Dybala, dont je ne comprends toujours pas la carrière, puisque ça n'a aucun sens ce qui lui arrive, que ce soit en sélection ou en club pour Paulo Dybala. On passe à Séville-Dortmund, gros match aussi, puisque victoire 3-2 de Dortmund dans un match très très animé, sans doute beaucoup plus que ce Porto-Juve, en tout cas j'imagine parce que je me suis endormi à la mi-temps. C'était déjà plié, Erling Haaland avait écrasé Séville, donc tout allait bien. But de Souzo à la 7ème minute sur une frappe déviée du pied droit. Daoud égalise à la 19ème minute. Ensuite Haaland à la 27ème, Haaland à la 43ème. Et l'ami Luc de Jong à la 84ème. Les compositions du côté de Séville, Bounou dans les buts, une défense à 4 Escudero, Diego Carlos, Jules Koundé, salut Florent, Jesus Navas à droite. Au milieu de terrain, Fernando Rakitic et Johan Jordan pour être sûr de ne pas pouvoir courir. Et devant, Papou Gomez, En-Nesyri, Sousso. Du côté de Dortmund, Hitz dans les buts, qui est le numéro 2. Je ne savais pas que Burki était blessé, je l'apprends au passage. Guerrero, Hummels, Akanji, Morey derrière. Au milieu de terrain, Daoud, Chan, Bellingham, Reus et Sancho derrière Erling Haaland. Et on va forcément parler du Norvégien Christophe, parce que c'est le sujet de ce match. Le lendemain de la belle performance de Kylian Mbappé, d'ailleurs il a dit lui-même ça l'a motivé. En fait j'ai l'impression que lui déjà il a envie de se présenter avec Mbappé comme les deux mecs qui vont nous casser la tête pendant 10 ans, et bon, avec sa performance il est bien parti. Oui, d'ailleurs j'ai vu des gens sur le Twitter anglais suggérer le fait que Haaland fasse sa déclaration en disant le triplé de Mbappé m'a motivé, pour un peu bâtir une espèce de, je sais pas, rivalité, mais en tout cas, passation, en gros, s'inclure dans l'éventuelle passation de pouvoir entre Messi, Ronaldo et Mbappé et lui. Donc je sais pas s'il résonne dans ces termes-là, mais ça peut se comprendre. Mais c'est vrai que oui, sur le match, alors je vais pas dire non plus que c'est un one-man show, parce que finalement, il bonifie parfois des ballons qui sont récupérés, notamment par Emre Can, qui fait... de temps en temps, on va dire, je sais pas, 3-4 fois par an, il fait un match incroyable. Et là, ça fait partie des moments où il était vraiment bon. Mais disons, si tu remplaces
je sais pas moi, par Nessiri par exemple, qui marque beaucoup de buts cette saison, qui doit être deuxième buteur je pense de Liga derrière Luis Suarez. Mais si tu mets Nessiri à la place de Hollande et inversement, le résultat est totalement différent, parce que à la fois dans ce qu'il fait et dans ce qu'il représente pour l'adversaire, il y a une influence énorme. Là-dessus, je conseille aux gens l'article de Maxime Brigand, qui en plus est en train de m'envoyer des messages actuellement sur la conférence de presse de Christophe Galtier. Maxime Brigand, avec qui tu as fait l'entretien de Stéphane Moulin sur Coparène, absolument. Ah oui, c'était ça. Et ouais, donc Maxime a fait un article sur SoFoot, sur Erling Haaland, et il montre bien que finalement sa position fait tellement bouger la défense qu'elle crée des espaces un peu partout, parce que il y a des prises à deux permanentes, etc., qu'en plus il navigue toujours à la limite du hors-jeu, mais bien. C'est-à-dire il est jamais sanctionné hors-jeu, notamment sur ce match-là. Et c'est vrai qu'il change tout, et sur le deuxième but de son équipe, son premier personnel, il prend la balle au milieu de terrain, il traverse quasiment tout le terrain, enfin, du coup la moitié. Il fait un 1-2, mais ensuite il conclut, et tu te dis, bon, je vais pas dire qu'on dirait Ronaldo 96, mais il y a quand même un truc où tu te dis, il y a pas beaucoup d'humains qui sont capables de faire ça actuellement, et du coup, ça change toute la dynamique derrière, qui était déjà plutôt en faveur de Dortmund, mais sur la prise en compte de la menace, sachant que sur le premier but, il fixe, il fait un petit pont, et il fait la passe décisive, alors passe décisive, même si la passe ne change pas grand chose sur l'action, dans le sens où c'est un tir de Daoud d'une 20aine de mètres. Donc c'est pas la passe qui fait le but, mais toute la conservation, etc. Tu te dis, ok, si en fait t'es obligé d'aller à 2 ou à 3 pour le stopper, du coup t'as des décalages qui sont créés naturellement, qui peuvent être exploités par les autres. Donc ça c'est énorme. Tu rajoutes à ça le deuxième but où bon, il fait le bon appel, il s'écarte bien, le tir est pas très difficile, mais il le met, et où il peut en mettre un troisième alors qu'il y a absolument zéro espace, et où Bounou doit faire un arrêt énorme parce que la frappe part très très vite. Est-ce que t'as rigolé nerveusement quand il a fait cette frappe? Bah oui, j'ai rigolé nerveusement parce que déjà l'angle de son corps, etc. Tu te dis, c'est bizarre qu'il arrive à la fois à trouver l'angle de tir et à la fois être bien équilibré pour frapper fort. Et en plus, tu te dis, ouais, s'il frappe fort, il est trop désaxé, ça va partir en tribune, et en fait, ça part en lucarne. Et ça vient, je sais pas, 10 minutes après on va dire, ces deux actions d'avant. Donc tu sens, enfin, tu vois le mec qui est en lévitation, alors après ça se calme, parce que Dortmund baisse nettement le lock. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup le score, c'est vraiment, alors c'est pas que ça, c'est-à-dire qu'il y a la volonté de Dortmund et la capacité de gratter des ballons au milieu de terrain, puis ensuite la deuxième période, c'est Dortmund qui baisse son bloc, qui joue les transitions, mais qui du coup ne gratte plus les ballons au milieu de terrain et qui part de trop bas pour mener ces transitions-là. Donc, d'ailleurs, toute la physionomie du match, c'est ça, mais le score, c'est pas les intentions de Dortmund, c'est surtout la capacité, cette qualité de ton avant-centre et le fait d'avoir un joueur qui est au-dessus de tous les autres, en fait. Ouais, je sais pas si la comparaison va vous convaincre, mais j'ai l'impression que Haaland, il a tout le temps le niveau de Morata quand il était à son pic de carrière sur 1 ou 2 matchs. Notamment les matchs contre le Bayern en Ligue des Champions, où le gars est un mélange de taille et de vitesse et de finesse technique que Morata a jamais su répliquer sur le long terme. Mais alors en plus, Haaland fait 5 ou 6 cm de plus, ce qui est encore plus choquant. Mais je sais pas, il est fort de jeu, il est fort dans la conduite de balle, il est fort dans les appels, il est fort dans la frappe, il fait des choix justes. Et en fait, j'ai l'impression que le mélange athlétique et technique, Flo est en train de créer un profil qui en fait casse les codes du foot. Parce que, alors, Ibra avait certains aspects comme ça, mais je l'ai jamais trouvé aussi véloce que Haaland. Après, je trouve qu'il n'y avait pas la même donnée. J'ai l'impression qu'un peu comme dans d'autres sports, quand il y a un mec qui physiquement est trop différent, John Alomou en rugby, Chamberlain en basket, que le mec en fait est impossible à gérer parce que personne n'est jamais tombé sur un mec comme ça. En fait, je sais même pas s'il y a une comparaison dans l'histoire récente du foot. En fait, ce qui est marquant avec lui, et je précise en disant ça que j'ai pas vu le match face à Séville, donc j'ai pas vu sa dernière démo. Mais c'est un joueur qu'on commence à connaître. Oui, voilà. Mais ce qui est marquant avec lui, en fait, c'est que généralement les joueurs, tu parlais de son gabarit, qui ont cette taille et qui ont ce poids aussi, parce que c'est pas un mec grand et fin, hein. Il doit bien faire ses 90 kilos peut-être, il doit pas être très loin, j'imagine. Oui, surtout qu'il a gagné en épaules depuis qu'il est arrivé. En plus, mais ce qui est normalement, ces joueurs-là n'ont pas deux vitesses de jeu, c'est-à-dire sont souvent des mecs qui vont jouer sur le même tempo à chaque fois, parce que leur gabarit leur permet de se faire de la place, de se donner du temps. Et lui, le problème, et c'est ça qui le rend
quasiment injouable parfois, c'est qu'il a ces deux vitesses. Il est capable de changer de rythme et de faire des appels où il peut prendre tout le monde à la course, quoi. Et c'est là que ça en fait un joueur très différent et un joueur qui, comme tu le dis, casse vraiment les codes. Il a pas forcément encore il aura peut-être jamais, tu parlais de Zlatan, la finesse que pouvait avoir Zlatan dans certaines situations. Mais par contre, cette capacité à jouer sur 2, voire peut-être 3 vitesses différentes pour un mec de son gabarit, ça en effet, j'ai pas de souvenir récent, tu vois, d'un attaquant qui soit capable de faire ça, d'un attaquant de son gabarit en tout cas. Et il a un truc que Zlatan n'avait pas, ou n'a pas souvent eu, mais dont il n'avait pas forcément besoin parce que les coachs demandaient pas la même chose, c'est qu'il presse comme un taré aussi. Mais ça revient à ce que je disais sur la vitesse en fait. Ouais, et il fait très très peur quand il va au pressing. Hein. Il y a un côté Burak Yilmaz, côté Bobo Baldé 3.0, côté Bobo Baldé. Je me suis perdu, j'avais trop de vannes à faire. Non, mais il en récupère une ou deux. Enfin, il y a une fois où Koundé fait une espèce de air dégagement en touche parce qu'il le sent arriver dans son dos, il a peur. Et il y en a une autre où il la récupère. En fait, on dirait Shaquille O'Neal qui croise quelqu'un, mais qui le met par terre. C'est-à-dire, il met une espèce de semi-coup d'épaule, mais enfin, il va même pas forcément au duel à l'épaule, etc. C'est juste que il utilise son corps et le mec en face tombe. Je sais plus qui c'est peut-être Jordan. Et tu fais ah oui, ok, il y a quand même un différentiel physique qui, quand tu ajoutes ça à tout le reste, le rend alors à la fois indéfendable. On parle de quelqu'un qui, je crois, je suis pas sûr, mais je crois que c'est 18 buts en 13 matchs de Ligue des Champions avec Salzbourg et Dortmund, donc même pas avec le Real où tu peux un peu, enfin Real ou autre, Barça, mais où tu peux un peu booster tes stats dans des équipes où tu auras énormément d'occasions. C'est-à-dire que là concrètement il est pas dans un top club. Et surtout, moi c'est ça qui m'intéresse vraiment pour la suite, au-delà de tous les constats qu'on peut faire sur lui, c'est que finalement je le trouve, alors comme tu disais Raphaël, c'est pas anachronique, est-ce que c'est un joueur du futur ou est-ce que finalement il y aura pas de nouveaux profils qui vont émerger comme lui, je sais pas. Mais en fait tu sais tout à fait ce qu'il est dans son utilisation, contrairement à Mbappé ou d'autres, ou est-ce que tu le mets de côté, est-ce que tu le mets en pointe. Lui, tu sais que c'est un 9, mais tu sais pas exactement ce qu'il va devenir en fait. C'est-à-dire qu'il a déjà beaucoup de choses. Est-ce qu'il va s'améliorer dans sa première touche? Est-ce que tu vas pouvoir en faire un attaquant de remise? Est-ce que tu vas toujours l'utiliser dans la profondeur? Est-ce que tu vas lui donner la balle dans les pieds et tu vas lui dire vas-y, fonce dans le tas, comme sur son deuxième but où finalement avec la balle dans les pieds, personne n'arrive à le stopper? Je trouve qu'il y a vraiment pas mal de choses que tu peux suivre sur ça. Et c'est pour ça que c'est un joueur qui m'intéresse beaucoup plus qu'un Sancho ou d'autres, où globalement, le mec peut devenir meilleur dans ce qu'il fait, mais t'as à peu près compris ce qu'il était capable de faire. Haaland ne va jamais devenir un ailier ou autre, mais est-ce qu'il va se reconvertir avec l'âge sur un profil plus Ibrahimovic? Est-ce qu'il va tout le temps prendre la profondeur? Est-ce qu'il va être dans une équipe dominante? Et si oui, qu'est-ce qui va se passer? C'est vraiment intéressant pour quelqu'un qui, me signale Florent, a le même gabarit que Andreas Cornelius. C'est pour ça que je ris tout seul en même temps. Tu sens le Bordelais traumatisé qui cherchait un joueur qui ressemblait. Je vous lis quelques stats de Haaland avant qu'on enchaîne un peu sur Séville. Cette saison, donc alors, 2 matchs de Coupe d'Allemagne, 2 buts. 1 match de Super Coupe d'Allemagne, 1 but. 3 matchs amicaux, 3 matchs et demi amicaux parce qu'il est rentré en jeu, 2 buts. 16 matchs de Bundesliga, 15 buts. 4 matchs de Ligue des Nations, 6 buts. 5 matchs de Ligue des Champions, 8 buts. Après, si tu prends tout, avec Salzbourg sur sa 2019-2020, il fait 22-28. Avec Dortmund, quand il arrive, il fait 18-16 sur la deuxième moitié de saison. Donc en gros, sur la saison complète, il est à 40 matchs joués et 44 buts, si je ne m'abuse, auquel tu peux ajouter 8 passes décisives. Et cette année, sur une demi-saison là, encore en cours, il est à 24 matchs et 25 buts marqués déjà. Donc oui, on est quelqu'un qui est en train de partir sur des standards très élevés, on va dire, sachant que je l'avais presque oublié parce qu'on est habitué à le voir maintenant, mais c'est un 2002. Donc c'est quelqu'un qui a le même âge par exemple c'est un 2000, n'abuse pas Florent. Là j'ai marqué 21 ah non, 2000, juillet oui, pardon, 2000. excuse-moi. Il y a une erreur donc sur sa page Wikipédia, je la signale parce que dans le texte il y a en effet marqué 21 juillet 2000, mais dans la biographie sur la droite il y a marqué 21 juillet 2002.
Voilà. Tu fais bien de le signaler parce que je suis le patron de Wikipédia. Libre à toi de la corriger, Flo. Hein. C'est une encyclopédie publique. Hein. Tu peux aller signaler ça. Non, parce que si c'est en 2002, on peut arrêter le foot. Hein. Ça sert à rien de. Enfin, oui. 2002, qu'on connaît au très très haut niveau et qui sont très bons. Je crois qu'il y a Kamavinga et Gravenberch qui sont les deux auxquels je pense tout de suite. Il y a Brobbey qui entre en jeu ce soir d'ailleurs, je crois. Aussi. Oui, qui est très très costaud aussi. Hein, oui, pour le coup. Pareil, en tour d'épaule, je pense plus massif, plus petit, plus trapu, mais parce qu'il fait qu'1m80, mais il fait 1m80 de large aussi, quoi. C'est un carré. Et Brobbey qui est en fin de contrat. Donc, avis aux intéressés, il va partir en fin de saison. Et Brobbey qui, deuxième info, parce qu'on dit Brobbey, enfin, je sais pas si c'est une info d'ailleurs, mais qui dominait déjà chez les jeunes. Et quand vous regardez des photos de lui à 16-17 ans, chez les U17, il a déjà les mêmes cuisses. Donc, c'est-à-dire qu'il est très costaud là pour quelqu'un de 19 ans. Mais j'ai l'impression qu'il évolue pas trop. Et c'est-à-dire qu'à 16-17 ans, enfin, je sais pas ce qui s'est passé au niveau de la génétique, mais le gars est bâti, limite, faut qu'il fasse attention, en fait, parce qu'il pourrait presque devenir façon de Noé Pamaro, ce qui pourrait être embêtant pour un attaquant. Donc, lui, il aura jamais ce problème de gabarit trop mince, quoi. Il faudra qu'il fasse justement attention à pas exploser. On a quand même cité Andreas Cornelius et Noé Pamaro en parlant de Haaland et de Brobbey, ce qui est une petite performance, je pense. Après, on a plus de chances d'avoir Noé Pamaro sur Coparena que Erling Haaland ou Brian Brobbey. Sachant qu'Erling Haaland, je pense que le mec est pas du tout intéressant, le gars dit rien, bonjour, oui j'ai marqué, je suis content. Ok, merci Erling. Je crois vraiment que lui, il va troller jusqu'à la fin de sa carrière la presse. Tu me donnais une transition parfaite par rapport à Brobbey, Christophe, en disant qu'il était très costaud, très musclé. On ne sait pas ce qu'il a fait, mais il n'a pas été formé à Séville en tout cas. Puisque pour parler un peu de Séville, c'est une équipe qu'en plus moi j'adore et que j'ai pas mal regardé récemment pour un article à venir sur Koundé, qui sur les phases de pressing haut et de sortie de balle, elle fait vraiment, je pense, partie des 3-4 meilleures équipes en Europe parce qu'elle sait très bien ce qu'elle veut faire et comment le faire, elle a plein de solutions. Mais par contre, tu t'es au duel sur 10 mètres à la vitesse ou à la force avec n'importe quel joueur un peu normal et t'exploses. Et j'ai l'impression que c'est un constat qu'on peut faire sur la Liga. Le Barça a explosé sur toutes les transitions contre le PSG. Séville s'est fait manger par Haaland et compagnie. Bon, c'est pas les premiers à se faire manger par Haaland et compagnie. La Real Sociedad, dont on n'a pas parlé, a été ridicule contre Manchester United dès que ça allait vite en face. Est-ce que j'ai oublié ? Il n'y a que Grenade en fait qui a été positif. Villarreal aussi, mais l'adversité est moins grande. Ouais, donc je sais pas ce qui se passe en Liga, mais j'ai l'impression que le manque d'intensité et le déclin qu'on décrit depuis quelques années, on n'est pas les seuls, là commence à coûter en Europe. Ouais, bah oui, enfin, pour tout ce qu'on a dit sur la Liga, honnêtement, j'ai pas grand chose de neuf, hein, c'est simplement la confirmation que ce championnat n'a pas beaucoup évolué, voire même a reculé quand les autres avançaient, et que maintenant tu trouves beaucoup plus d'équipes, genre la Spezia, je sais pas, 15e de Serie A, ou enfin qui est en bas de tableau, ou des équipes comme ça en Italie, qui jouent bien au foot que dans le top 8 espagnol, hein. C'est terrible à dire. Alors qu'ils jouent bien au foot, qui en tout cas ont cette volonté d'être maître, je sais pas comment tu l'accordes, mais de leur football, d'être décideur, vraiment d'essayer de construire quand on a le ballon au sol, de poser ses attaques, d'essayer de presser, d'avoir quand même des joueurs qui sont capables de mettre de l'intensité, de courir, même si peut y avoir parfois l'idée que c'est antinomique à la fois de bien sortir le ballon et d'être capable de courir, mais c'est pas du tout antinomique. D'ailleurs, Leipzig notamment, voilà, essaye de faire les deux, même s'il y a parfois des petites erreurs sur les sorties de balles, mais en Liga parfois c'est de l'intensité chez certaines équipes, mais il y a rien d'autre en fait. Ça va te mettre des coups d'épaule au milieu de terrain, mais c'est pas de la bonne intensité où tu vas sortir sur un bloc médian qui va être agressif, sur un bloc haut, etc. Et c'est vrai que oui, à chaque fois que Emre Can, alors Bellingham peut-être un peu moins, mais enfin le fait qu'il n'y ait pas de différence physique dans l'impact entre Bellingham, qui je crois vient d'avoir 18 ans, je pense qu'on parlait de 2002, à mon avis Bellingham doit être de 2002, et des joueurs comme Johan Jordan, comme Fernando, je parle même pas d'Oliver Torres qui rentre, alors c'est un profil totalement différent, et quand tu le fais rentrer, il y a besoin de le faire rentrer, mais au duel il aurait absolument aucune chance d'exister. Bellingham est un 2003, Christophe. 2003 même. J'avais envie de le dire, mais je me disais que c'était peut-être un peu ambitieux. Donc, comme Ryan Cherki. C'est ça, donc ça fait partie vraiment des joueurs très jeunes, mais enfin, il est frêle, mais finalement il est pas beaucoup plus frêle que Johan Jordan, qui est quelqu'un qui va faire beaucoup de courses aller-retour, mais si tu vas le chercher à l'épaule, il est pas sûr de résister. Et c'est vrai que voilà, quand il y avait des duels au milieu de terrain, c'était compliqué pour Séville
de tenir. Le souci en fait dans ce match-là, c'est que si tu vas chercher Séville très haut, Séville est content parce que ça permet de faire ces relances que tu décris et ensuite de créer de l'espace. Et inversement, si tu attends bas, ce qui était le cas en seconde période et où Séville revient à 3-2 à plusieurs balles de 3-3, dont un coup franc de Rodriguez, je crois, sur le poteau, si tu les attends bas, ça va balancer des centres, notamment avec Jesus Navas. Et t'as Nessiri, t'as Luc de Jong, t'as comme ça des joueurs très bons de la tête de surface, et du coup, ça sera un jeu beaucoup plus minimaliste, mais Séville aura quand même des possibilités. Par contre, si t'attends Séville au milieu de terrain, Rakitic, ça devient compliqué sur tous les plans. Fernando est un pur récupérateur qui sait bien faire son taf, mais il n'y a pas grand chose d'autre derrière. Et Joan Jordan est un box-to-box qui a 6-7 sur 10 partout, mais qui, à ce niveau-là, commence à atteindre ses limites. Donc là, tant que Dortmund a vraiment essayé de chercher cette bataille au milieu de terrain, tu te faisais prendre, et du coup Séville pouvait pas jouer sur ses forces qui sont effectivement sur la circulation de balles, sur des choses assez jolies, assez sympas sur ce plan-là, mais qui peuvent avoir des problèmes quand tu passes sur cette espèce de triangle du milieu de terrain. Merci Christophe pour ce petit point sur Séville-Dortmund. Je n'ai pas fait intervenir Flo parce qu'il n'a pas vu le match. Je ne suis pas sûr qu'il l'ait rattrapé depuis. Non. Donc, Christophe, un tout petit mot sur Leipzig-Liverpool que je vais te proposer sous forme de question. Est-ce que tu as plus été marqué par la performance de Curtis Jones ou par le clean sheet alors que Ozan Kabak est dans l'équipe? C'est une question affreuse. J'étais plutôt marqué par Kabak parce que Curtis Jones, je l'ai déjà vu bon. Kabak qui fait clean sheet, c'est très rare, même si encore une fois il n'est pas responsable de tous les maux de Schalke à l'époque, mais je pense que ça doit être pas la troisième de la saison pour lui peut-être. Il doit pas être impliqué sur beaucoup de matchs où défensivement ça se passe bien. Je vais en faire un long article, qui est déjà écrit d'ailleurs, dans le banquier tactique de Coparène, qui sortira vendredi. Donc du coup je développerai sur certaines choses. Ce qui m'a marqué le plus, c'est finalement ce que Leipzig veut faire et qui se paye, c'est-à-dire que finalement en ce moment Liverpool offre des cadeaux à tout le monde et que les adversaires ont tendance à plus ou moins attendre que ces cadeaux arrivent, et Leipzig n'est pas dans cette idée-là. Leipzig veut toujours prendre en main son destin, faire ses propres différences, imposer son plan de jeu, ce qui est excellent, sauf que là finalement ce plan de jeu t'a apporté quelques trucs, mais pas beaucoup plus que si t'avais attendu les cadeaux, parce qu'en ce moment ils arrivent assez souvent, et t'as raté toutes les fois où t'es parti en profondeur dans d'autres. Jordan Henderson, t'as pas conclu, et de l'autre côté, cette volonté encore une fois d'être décideur, qui passe par la volonté de relancer au sol, d'avoir un contre-un défensif pour vraiment mettre beaucoup de monde devant le ballon. Ça se paye parce que t'offres 2 buts. Alors ça veut pas dire que Liverpool n'était moins fort, parce que Liverpool est relativement au-dessus pendant les 3/4 du match, sauf peut-être la dernière demi-heure où c'est un petit peu plus difficile, un peu plus équilibré, mais sinon Liverpool est au-dessus, à la possession, on fait des différences, mais les buts sont des cadeaux, et si t'as un peu plus de réussite, tu peux gagner 2-0, voilà. Donc là-dessus, le problème, c'est le problème habituel de Leipzig, qui fait souvent des cadeaux parce que ça responsabilise des joueurs qui ont parfois le ballon qui brûle un petit peu les pieds. Et l'autre truc, oui, Curtis Jones très bon, parce que je pense que si t'as un joueur, le Wijnaldum des dernières semaines par exemple, à la place d'un Curtis Jones, au lieu d'avoir 65-35 pendant les 2 tiers du match, t'es peut-être qu'à 55-45, je suis pas sûr que ça change le score, mais ça changerait quand même nettement la physionomie, parce qu'il est vraiment très bon pour animer le jeu au milieu de terrain. Merci Christophe, ça me fait plaisir de te l'entendre dire, encore un jeune qui sort du centre de formation de Liverpool après Trent Alexander-Arnold. On peut passer au pari avec notre partenaire PMU.fr. PMU vous présente la séquence prono. Les paris avec PMU.fr, où on va essayer, je sais plus Christophe, t'as passé un des paris ? Comme j'en ai pas fait, puisque Florent, j'ai animé. Est-ce que Florent t'as passé un de tes paris ? Non, après j'en ai un ce soir avec le match entre Lyon et Brest. J'ai un pari qui a failli être très ridicule, c'était la victoire -1 du Bayer Leverkusen sur la pelouse des Young Boys, puisqu'il y avait 3-0 à la mi-temps pour les Young Boys. Le Bayer est revenu, a finalement perdu le match, mais bon, un peu de panache, j'ai presque un peu vibré sur la deuxième mi-temps du Bayer, mais non, pour l'instant 0/1, et on est sur une très très mauvaise série d'ailleurs depuis quelques temps.
Bon, ben vous allez essayer d'effacer un peu ça et d'effacer mon nouveau 0 sur 2, hein, c'est devenu la classique, avec le penalty entre Sevilla et Dortmund qui n'a même pas été sifflé, donc il pouvait pas être marqué, et le doublé de Ronaldo, dont on était très loin. C'était peut-être la première fois que Ronaldo était aussi loin d'un doublé, et c'est le soir où je parie sur un doublé. Donc voilà, bravo à moi. On commence avec Florent, l'ordinateur humain, qui va nous ramener en Ligue 1, un peu chez nous, et évidemment nous parler des Girondins de Bordeaux. Ouais, vous ramenez les pieds sur terre. Pour parler en effet de Bordeaux, qui se déplace à Nîmes ce week-end. Je pense que c'est un des matchs du multiplex qu'on aura le plaisir de suivre sur Canal+. Multiplex très très rythmé, toujours agréable. Donc Nîmes qui affronte Bordeaux qui se déplace là-bas, Bordeaux qui reste sur un match nul assez ridicule à domicile face à Marseille 0-0, face à des Marseillais réduits à 9 après je crois à l'heure de jeu environ, donc une demi-heure à 9 contre 11, mais pas vraiment à 11 contre 9, mais pas vraiment d'occasion de marquer. Néanmoins, face à Nîmes, je me dis que Bordeaux va avoir des occasions de faire des choses, donc je vais simplement jouer sur un buteur, puisque le match arrive bientôt et donc les paris buteurs sont disponibles. Et vu que le meilleur buteur des Girondins cette saison, c'est Wang Weizhou, je vais partir sur un but de Wang face à Nîmes. C'est coté à 3,60. Et Wang, pour signaler, quand on avait fait nos trophées de Ligue 1 pour évoquer les meilleures progressions, on n'avait pas trop parlé de lui, mais j'aurais pu, parce qu'on est quand même sur un joueur qui passait de 0,22 XG par 90 à 0,45 cette année. Donc il a quasiment doublé sa production. Évidemment, c'est facilité aussi en partie par... Quand tu dis que c'est le meilleur buteur de Bordeaux, il a mis combien de buts ? Il a mis 6 buts, quand même, cette saison. Il a mis 6 buts et en XG, en plus, c'est quelqu'un qui a croqué quand même pas mal. Il est à 7,5 XG au total sur l'ensemble de la saison. Et 6 buts marqués, donc il serait temps de renverser la situation. Et pourquoi pas ? Donc contre Nîmes ce week-end, avec un petit appel dans le dos de la défense pour aller battre le gardien. Ça ferait pas de mal aux Girondins. J'ai eu une question qui est un peu hors sujet, mais j'y pense avec ce que tu as dit sur le multiplex. Et c'est quoi le nombre idéal de matchs pour un bon multiplex ? Moi, je pense que par exemple 4, c'est pas assez pour un bon multiplex. Ouais. Je dirais qu'il faut au moins 6-7, sinon le rythme est quand même difficile à trouver. Moi, je t'aurais dit 5, mais le rythme avait été trouvé quand même assez bien par beIN Sport auparavant et par Téléfoot cette année. Mais est-ce qu'il faisait des multis à 4 matchs Téléfoot beIN Sport ? Ça me semble peu. Oui, non, il me semble qu'il y en a déjà eu. Il me semble qu'il y en a déjà eu des multis à 4 matchs. Même le samedi soir, avec tous les trucs décalés, parfois, il y avait eu des multis à 4 matchs. Ah ouais, après je suis pas un grand fan du multi dans l'absolu, mais je trouve que par exemple, mais si je devais regarder un multi, ce serait le multi Ligue 2 en fait. Je trouve que c'est le plus divertissant. Oui. Alors, peut-être à cause de l'ambiance et des commentateurs qui suivent les équipes de près, et c'est un peu plus détendu que la Ligue 1 et tout, mais je sais pas, il y a plus de matchs, il y a plus de terrain, je sais pas. Je trouve que 4, par exemple, le multi à 4, je suis pas convaincu de l'avenir de ce multi. Ok. Voilà, c'était mon avis. C'était mon histoire. Je pensais que ça motiverait Christophe. Le silence qui suit ton avis est encore ton avis. Oui, c'est vrai. Voilà. Non, mais je pensais, Christophe, que tu allais réagir parce que tu avais fait un mouillis à un moment. Ouais, non, mais déjà j'étais un peu triste que tu ne saches pas le nombre de matchs dans le multi, parce que ça vient pas de changer. Et deuxièmement, j'étais encore un petit peu sous le choc du quand même, qui a ponctué le 6 buts annoncé par Florent, comme s'il avait annoncé un chiffre fabuleux. Non, mais c'est pour ça que je lui ai demandé, parce que quand il disait dans les meilleures progressions, je trouvais ça absolument scandaleux comme suggestion, donc je voulais derrière qu'il donne ce fameux nombre de buts. Ouais, il passe de 0,22 à 0,45, écoute, les stats avancent. Oui, non mais il faut se satisfaire de ce qu'on a, hein. Exactement. C'est la philosophie des Girondins depuis quelques temps. Merci Flo, ton deuxième pari, continuons, et après je passerai la main au Cuchoïd. Tu nous emmènes dans un coin dont on a déjà parlé, c'est Lens. Ouais, Lens, j'ai fait Bordeaux face à Nîmes, et là je vais faire Lens face à Dijon. Évidemment, ça va pas être un pari qui va aller dans le sens des Dijonnais qui ont peut-être pris un petit coup sur la tête la semaine dernière, justement en perdant le match face à Nîmes, le match des très mal classés. Et du coup, Dijon qui se retrouve avec 7 points de retard aujourd'hui sur Nantes qui est barragiste, et 8 sur Lorient qui est le premier non relégable. Et donc Dijon qui a un déplacement pas simple du côté de Lens. Lens qui reste en plus sur un match nul très frustrant face au Stade de Reims, puisqu'ils avaient terminé
à 3,16 XG créés et ils ont marqué un seul but et ils ont perdu 2 points puisqu'ils ont concédé le nul face au Stade de Reims. Donc je pense et j'espère aussi, parce qu'on aime bien cette équipe de Lens ici, qu'ils vont réussir à se relancer à domicile face à Dijon et avec une victoire, pourquoi pas, en mettant un peu la manière, une victoire avec un handicap de -1. Donc voilà, victoire de Lens -1 face à Dijon, c'est coté à 2,35 et j'espère au moins que ce pari passera, histoire de me relancer un petit peu. Merci Florent. J'en profite pour parler de ces barragistes là de Ligue 1 ces dernières années, depuis qu'il y a le 18e qui est barragiste. Donc 18e en 2019 c'était Dijon, qui depuis enchaîne à nouveau les courses pour le maintien. Et la saison dernière c'était Nîmes, qui là donc rejoue encore le maintien et en fin fond de classement. Donc les 2 derniers barragistes sont aujourd'hui 19e et 20e de Ligue 1. Oui, mais Voilà. il me semble... Ah non, les barragistes se sont toujours maintenus ou sont tombés une fois, je ne me rappelle plus. Mais écoute, parce que ça fait que 2 ans que ça existe, là je suis en train de vérifier. Et il me semble, parce que là je vois 2018-2019, 2019-2020, et la saison d'avant c'était Toulouse qui avait fini 18e et qui était descendu. Non, peut-être pas. c'était maintenu. Toulouse s'était maintenu. Ah bah c'était maintenu. Non, mais je crois sur, qu'ils gagnent 4-0, un truc du style. Et par contre ils descendent derrière. Oui, Donc, ça après, oui. Donc voilà. Et il y avait Lorient qui avait été barragiste aussi, je crois, il y a quelques années de ça, contre 3. Je pense qu'ils font un barrage contre 3 à un moment. C'est peut-être celui-là où l'équipe de Ligue 2 passe et monte. C'est peut-être avec 3. C'est ça. C'est possible. Ça. Qui descend la saison suivante d'ailleurs. C'est 3, allez, il faut pas. Mais bon, tout ça pour dire que du coup les barragistes en fait ne vont pas mieux derrière. Donc est-ce qu'il vaut pas, je sais pas, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Après, t'es basé sur le modèle allemand, et le modèle allemand, il s'est passé notamment la chose avec Hambourg qui doit se maintenir 2 fois sur les barrages et qui saute la 3e fois. Et je pense que c'est la question de donner une chance à quelqu'un qui ensuite va se relancer la suivante. Je suis pas sûr que ce soit est-ce que c'est pas juste un filet de sécurité pour la médiocrité? C'est ça. Et juste, je te conseille de revoir la compo de Toulouse en barrage. Donc ils gagnent 3-0 et non pas 4 au match aller de son barrage face à Ajaccio. Et quand tu vas voir le 11 de cette équipe-là, alors ils vont pas gagner la Ligue des Champions, hein, mais tu te poseras la question de comment cette équipe s'est retrouvée en barrage en fait. Je peux te faire un truc inverse avec une compo de Bordeaux sur laquelle je suis tombé récemment dans des visionnages pour Coparena justement. Compo de 2014-2015, l'équipe est entraînée par Willy Sagnol. Et là je vais entendre les oreilles de Florent Seigné. Carasso dans les buts, Palois, Sané, Yambéré dans une défense à 3 derrière. Une ligne de 4, Contento, Plasil, Certic, Mariano. Et une attaque Kazri, Diabaté, Thomas Touré. Et cette équipe fait 6e je crois. C'est embêtant. Voilà, non mais donc... de toute façon ils vont faire passer la Ligue 1 à 18 ou 16 équipes. Donc on n'aura plus le débat sur les barragistes. Et ces équipes-là vont finir par s'en vouloir de ne pas avoir mieux bossé avant peut-être. Je sais pas. Peu importe. Christophe, à ton tour pour les paris. On commence par la Ligue 1, parce que tu as aussi un pari en Ligue 1 entre Nantes et Marseille. Oui, en plus je voulais retrouver la compo, mais je la retrouve plus, j'ai juste qu'il y a du Gradel, du Julien, etc., du Durmaz, mais peu importe. Autre parenthèse avant de donner mon pari, juste la conférence de presse de Christophe Galtier vient de se terminer, il est quasiment 1h du matin, et il est assez sévère avec son équipe, et globalement sur la même ligne que nous, donc comme quoi on a bien vu le match, et lui-même est assez lucide sur les manques de son équipe, et ce qui a fait que l'Ajax a nettement dominé. Mon premier pari, c'est Nantes-Marseille, sans transition. Mon pari est donc la victoire de Nantes à 2,85. D'abord pro Nantes et ensuite anti-Marseille. En caricaturant un petit peu. Pro Nantes, pourquoi? Parce que j'ai tendance à penser que il y a une forme de déclic. Alors je pense pas que Nantes va gagner tous ses matchs d'ici la fin de la saison, loin de là, mais je pense que il s'est passé le week-end dernier avec la première victoire depuis le 8 novembre, je crois, peut lancer une mini-série, considérant que les séries ça commence à 2, et que Antoine Comboiré tient peut-être un truc, pas forcément sur le plan tactique, etc., mais ne serait-ce que sur le plan de l'investissement, du mental, du moral. Je pense que cette équipe restera quand même 17-18e jusqu'à la fin de saison, mais je me dis que il y a peut-être un truc sur lequel dire. Je suis pas sûr que ça soit un one shot. Je pense que ça durera peut-être 2-3 semaines, mais je suis un petit peu optimiste sur certains trucs que j'ai vus, sur les valeurs morales, le fait de repartir au combat quand le score passe de 0 à 1, enfin de 1, etc. Deuxièmement, Marseille a joué là en milieu de semaine, donc il y a la fatigue. Marseille a battu Nice 3-2
avec un coup franc de Gouiri sur le poteau à la dernière seconde, sachant que Nice n'avait pas ni Todibo ni Saliba, donc c'était la charnière centrale qui a malheureusement un niveau de charnière centrale Ligue 2 depuis pas mal de temps, depuis que Xandé s'est blessé. Et donc je me dis que Marseille s'en sort mais sans impressionner, avec en plus une meilleure version qui était avec Raoui, avec Luis Enrique, etc. Dès que t'as fait rentrer Germain, Rongi et compagnie, c'était beaucoup plus difficile. Et si je combine à la fois ce match qui m'a pas forcément rassuré malgré la victoire, avec la fatigue de jouer en milieu de semaine et donc de rejouer quelques jours plus tard, et enfin Nantes qui a enfin redressé un petit peu la barre, je me dis qu'il y a tous les ingrédients pour une victoire à domicile d'une équipe nantaise qui est finalement bien cotée puisque c'est à 2,85. Le gars est en déclin complet pour finir. On enchaîne et on termine avec Arsenal-Manchester City, Christophe. Oui, absolument. Les deux équipes qui ont joué en milieu de semaine, l'une en championnat d'ailleurs, sur les trucs qui sont toujours assez rigolos, c'est des plages horaires de championnat pendant la Ligue des Champions, ce qui faisait que c'était la mercredi soir pendant les mi-temps. La mi-temps de Séville, je regardais un petit peu de Manchester City qui avait son match à 21h15 contre Everton, donc ça permet d'avoir la non-stop de foot. Donc c'était du championnat pour City et de la Ligue Europa pour Arsenal qui a fait un partout sur la pelouse de Benfica. Donc si tu prends l'aspect purement physique, c'est égalité, voire petit avantage du côté de City. En plus, pour Arsenal, c'était un match à l'extérieur. Et deuxièmement, City gagne tous ses matchs. La stat, je l'ai plus en tête, je crois que c'est 18 victoires. Toute compétition confondue, record absolu pour une équipe britannique, donc c'est quand même en tout cas une équipe anglaise. C'est une équipe qui est vraiment énorme en ce moment. On aurait pu penser que l'absence de De Bruyne notamment aurait pu être embêtante et finalement maintenant tout le monde prend sa part. Du Mahrez, du Foden, vraiment c'est très beau et même comme Treverton. Alors j'ai pas tout vu, j'ai vu une grosse demi-heure. Il y a des moments où tu te dis bon, c'est pas incroyable, n'empêche que ça gagne 3-1 avec je crois 2 ou 3 buts hors de la surface sur des frappes puissantes. Donc c'est-à-dire que même quand il y a pas cette domination totale, ça gagne quand même et le but est ça tape la cuisse de Richarlison sans faire exprès. Donc bref, si tu arrives à battre Everton sans trop trembler, jouer contre Arsenal qui je pense va prioriser surtout la Coupe d'Europe au championnat, même s'il y a peut-être cette idée quand même de pourquoi pas accrocher une Ligue Europa par le championnat. Mon pari qui est Manchester City -1 coté à 2,10. Donc Manchester City qui gagnerait 2-3, 4-0, 4-1, 4-2, etc. Puisqu'ils battent à peu près tout le monde en ce moment, me semble assez bien payé. Merci Christophe pour ce pari. On peut donc annoncer le programme des jours à venir. Florent, quand est-ce qu'on revient pour le 25e épisode de Vue du banc? Eh bien, pour l'instant, ce n'est pas fixé, ce n'est pas décidé. Il y a quelques gros matchs ce week-end qui vont peut-être nous pousser à faire un épisode dès lundi prochain. Parce qu'il y a un petit Milan-Inter ou Inter-Milan, je ne sais plus, en Italie. Il y a un petit PSG-Monaco en France. Christophe vient de lui parler du match entre Manchester City et Arsenal aussi en Première Ligue. Donc voilà, il y a des petits matchs sympas ce week-end qui vaudront peut-être le coup de faire en Vue du banc lundi. Sinon, ce qui est sûr, c'est qu'on reviendra au moins jeudi soir, donc vendredi matin la semaine prochaine, à l'issue du match retour entre l'Ajax et Lille. Ça me paraît une certitude. Et ensuite, s'il se passe un truc de fou dans les 4 autres huitièmes de finale de Ligue des Champions, peut-être qu'on aura un spécial, sachant que on a quoi comme match? On a du Gladbach City, il me semble. On a de l'Atalanta Real Madrid. On a du Lazio Bayern et du Atlético Madrid Chelsea. Donc voilà, à voir selon ce qui se passe. Ce qui est sûr, c'est que au plus tard, on fera un bilan le jeudi soir. Mais si ça vaut le coup, vous nous retrouverez peut-être avant. Très bien, merci Florent, merci à Christophe pour sa présence brillante comme d'habitude. On se retrouve donc bientôt, vous verrez selon le programme. Ciao. Salut. Cordialement. Vous avez tout compris grâce à ce podcast, c'est le moment de parier sur PMU.fr. PMU, que les meilleurs gagnent.